Donc oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler d'IRM de l'aorte et particulièrement de cette nouvelle technique d'imagerie, en fait pas vraiment nouvelle, mais on va dire, qui a beaucoup d'avantages, mais qui a un petit peu de mal de s'imposer. Je vais aussi aborder les limites de cette technique d'imagerie. Donc, pour me présenter en 10 secondes, en fait, je suis biophysicien donc, au CHU de Dijon, avec des domaines de recherche, on va dire, historiques autour de l'IRM cardiovasculaire, notamment l'IRM de l'aorte. C'est vrai que je travaille depuis un moment sur toutes les propriétés élastiques de l'aorte par IRM. Donc, notamment, pourquoi on était amené à étudier les propriétés élastiques ou de résistance de l'aorte, c'est notamment dans le cadre des anévrismes de l'aorte thoracique. Donc, la définition d'un anévrisme, c'est un diamètre qui dépasse 50% le diamètre normal de l'artère, et ça peut entraîner donc des ruptures d'anévrisme ou des dissections de l'aorte, donc qui sont des pathologies très graves, souvent létales. Et on sait qu'il y a une corrélation entre ces complications et le diamètre maximal de l'aorte. Donc, en fait, les recommandations pour la chirurgie des anévrismes de l'aorte sont basées principalement sur ce diamètre de l'aorte. Donc, en fonction des pathologies, si les personnes sont atteintes de pathologies génétiques ou pas, et donc il y a des recommandations qui sont directement liées au diamètre de l'aorte. Donc, en IRM ou aussi en scanner, dans les techniques d'imagerie classiques, l'idée, c'est de mesurer tout simplement ce diamètre de l'aorte. Quand je parle de diamètre de l'aorte, c'est le diamètre maximal. Et en fonction de ce diamètre maximal, d'avoir une décision chirurgicale. Donc là, c'est deux exemples d'imagerie. En haut à gauche, c'est une imagerie avec injection de produit de contraste. Et en bas à gauche, c'est les nouvelles techniques d'imagerie sans injection de produit de contraste. Et dans les deux cas, c'est du 3D. Et ensuite, à droite, c'est les consoles qu'on a en IRM qui permettent de modéliser en 3D dans tous les sens l'aorte et d'en déduire le diamètre maximal. Donc, ça marche, sauf que ça ne marche pas très bien. En fait, les anévrismes de l'aorte ascendante peuvent entraîner des dissections, des ruptures pour des diamètres qui sont très petits. Et donc, il y a eu cette étude il y a une dizaine d'années, je ne sais même plus, non, il y a presque 15 ans, plus de 15 ans, qui ont montré qu'il y avait des complications dramatiques pour des diamètres inférieurs à 55 mm pour 70% des patients, donc c'est la recommandation, voire même pour des patients qui ont des diamètres maximum inférieur à 50 mm pour 42% des patients. Donc, en fait, on peut dire que ce paramètre, c'est le meilleur des pires ou le pire des meilleurs. Je ne sais pas comment on doit dire. C'est important, il faut le prendre en compte, mais il y a d'autres choses derrière. Nous, c'est notre décompte au CHU de Dijon. Sur les 230 patients opérés de dissection aortique entre 2007 et 2017, il y en avait 72% qui avaient un diamètre inférieur au diamètre de référence pour une prise en compte chirurgicale. Donc, le diamètre maximum ne peut pas tout faire. Et donc, on s'est posé la question depuis un moment, c'est qu'est-ce qu'on peut chercher en plus? Effectivement, ce diamètre maximum, c'est facile à calculer, c'est très reproductible, mais on peut dire que ce n'est pas très fiable. Donc, il y a sûrement d'autres choses qui interviennent, et notamment des paramètres biomécaniques. Donc, on s'est posé la question de définir de nouveaux paramètres ou une combinaison de paramètres, une espèce de score pour prédire les risques de dissection ou de rupture de l'aorte, c'est-à-dire en gros prendre en charge chirurgicalement des patients qui auraient un diamètre inférieur aux recommandations chirurgicales. Donc, l'idée, c'est de déterminer des propriétés biomécaniques de l'aorte thoracique. Et donc, il y a un parallèle avec la première présentation cet après-midi, c'est notamment des paramètres d'élasticité ou de résistance. Donc, historiquement, on s'est déjà attaqué à des paramètres en imagerie IRM de T plus temps, donc la compliance ou la distensibilité aortique ou la vitesse de l'onde de pouls qui a déjà été évoquée. Ça tombe bien, je vais parler un peu plus de compliance aortique. La compliance aortique, c'est tout simplement la variation de surface qui mesure en IRM, mais ça peut être mesuré en écho par la variation du diamètre divisé par la différence de pression. Et la distensibilité, c'est la même valeur qui est divisée par la surface minimale. Donc, pour calculer ce paramètre, on se met en général dans un plan axial ou pseudo-axial au niveau du tronc pulmonaire. Ça permet, on est ici, et ça permet en fait d'avoir ce type d'imagerie cinétique et de voir l'aorte ascendante et descendante. À partir de ce type d'imagerie, en fait, l'idée, c'est de calculer la surface au cours du cycle cardiaque,
Là, il est nécessaire d'utiliser des méthodes semi-automatiques ou automatiques. Si vous faites un tracé manuel, en fait, l'erreur que vous allez faire dans votre tracé manuel est plus importante que la variation de surface d'une image à l'autre. On l'a étudié, donc là, il faut appeler des informaticiens. Et là, c'est notre dernière tentative, on va dire, basée sur l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement cette surface au cours du temps. On obtient ces courbes en bas à droite. On peut en déduire la variation de surface et donc la compliance aortique. Donc, on a des valeurs au repos, distensibilité, mais ce n'est pas très discriminant en fait. Donc, on s'est posé la question avec l'équipe marseillaise de savoir si on peut avoir une variation de ce paramètre à l'effort. Donc, ça, c'est un ergomètre, en gros, une espèce de bicyclette qui permet de faire un effort dans le cadre d'une IRM cardiaque. Alors, ce n'est pas exactement comme ça en pratique, c'est-à-dire que l'effort est fait en dehors, on met le patient dans l'IRM, on fait l'imagerie, le temps et on ressort le patient, il répédale, etc. Ce qu'on a montré, en fait, c'est que durant un effort, l'élasticité de l'aorte décroît de façon significative chez des témoins sains. Donc ça, on l'a publié. Ce qu'on n'a pas encore publié, parce qu'on se pose beaucoup de questions, c'est que se passe-t-il chez des patients ayant le syndrome de Marfan? En fait, on n'a pas vraiment trouvé quelque chose de discriminatif avec la compliance et la distensibilité, mais je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure. Par contre, il y a une différence entre les pentes, les MRSD et MRDR, qui sont en fait les pentes croissantes et décroissantes de ces courbes. Là, en fait, à droite, en bleu, c'est un témoin sain, et en rouge, c'est un patient qui est ayant le syndrome de Marfan. Les courbes n'ont pas la même forme et les pentes ne sont pas les mêmes. Et surtout, la variation de ces pentes est vraiment différente entre les témoins sains et les patients. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait être un nouveau biomarqueur qui démasquerait en fait une altération précoce de la réserve élastique. Actuellement, on est en train d'aller très loin dans les statistiques pour voir vraiment ce qui pourrait être significatif ou pas, qu'est-ce qui pourrait être un biomarqueur ou quelque chose en fait qui ne le serait pas. Après, on s'est dit en fait qu'on pourrait aussi utiliser d'autres types d'imagerie en 3D et en 3D plus temps pour essayer d'avoir ces fameux biomarqueurs ou ces paramètres biomécaniques. Et notamment, il y a une technique d'imagerie qui n'est pas nouvelle en IRM, qui est l'imagerie de flux. En fait, en deux mots, on se base sur le mouvement des protons sanguins dans un champ magnétique selon une direction pour calculer un déphasage, et ce déphasage est proportionnel à une vitesse instantanée. Donc, on a une vitesse instantanée selon un sens prédéfini. C'est-à-dire qu'en bas à droite, vous pouvez voir ce type d'image. Vous avez une image, on va dire, anatomique et une image de phase, et chaque niveau de gris correspond à une vitesse instantanée. Donc, le blanc selon une direction, le noir selon une autre direction, et le gris, en fait, c'est l'absence de vitesse. Pour voir ces deux images, en fait, les données brutes sont exactement les mêmes, c'est juste une différence de codage. Donc, ce que je disais, le niveau de gris en chaque point représente une vitesse selon une direction. Là, les images en bas à droite, c'est une orientation tête-pied. Quelle est la différence entre le 2D plus temps et le 4D? Tout simplement, on a considéré 3 codages perpendiculaires les uns aux autres pour avoir un vecteur en 3D de la vitesse instantanée du sang. Donc, quand je dis que c'est une technique qui n'est pas si nouvelle que ça, les premières publications datent de 2004-2005 par notamment une équipe nord-américaine qui est dirigée par Marcus Markel. Vous verrez, je pense qu'il y a à peu près un tiers des publications sur le flux 4D où il y a son nom. Donc, si vous mettez son nom en moteur de recherche, vous allez tomber sur beaucoup de choses et beaucoup de belles images. Donc, quel est l'intérêt de cette technique? En fait, c'est de pouvoir avoir accès à des biomarqueurs dont on a parlé tout à l'heure, notamment la contrainte de cisaillement, le Walsh stress, la pression, qui est en fait une pression relative, la vitesse de l'onde de pouls en 3D, l'énergie cinétique turbulente et la forme du flux, la vorticité. Donc, en fait, on obtient ce type de représentation qu'on voit en haut à droite à partir de l'imagerie de flux 4D. Alors, ça a quelques limites et c'est pour ça que la technique ne s'est pas imposée tout de suite, c'est que les acquisitions sont très longues. Il faut compter entre un bon quart d'heure d'acquisition pour avoir ce volume en 3D plus temps. On n'a pas sur les consoles actuellement un affichage directement des paramètres biomécaniques. Il faut passer par des logiciels qui sont des fois faits maison
pour avoir ces paramètres et ça nécessite derrière des calculs vraiment complexes. Bref, le post-traitement est assez lourd. Et un autre truc, c'est qu'on doit segmenter aussi l'aorte au cours du cycle cardiaque en 3D. Et vous pouvez voir en haut à gauche, les images sont quand même pas très bien contrastées, ces images anatomiques, et c'est relativement difficile. Actuellement, nous, on s'attaque justement à cette segmentation en 3D plus temps de l'aorte. On a utilisé donc des méthodes de deep learning, d'intelligence artificielle. Et je pense que vous n'êtes pas sans savoir, le plus important en intelligence artificielle, c'est les données expertisées. Donc, on a passé un temps fou à tracer des aortes en 3D au cours du temps. C'est-à-dire que cette méthodologie est basée sur 35 patients où on a segmenté, pas de bêtises, 5 pas de temps et on a interpolé les autres. Donc, on a passé plus de temps à tracer des aortes à la main qu'à développer le reste. Et c'est souvent le problème en intelligence artificielle, c'est l'accès aux données. Mais là, ça marche plutôt bien. Je ne sais pas montrer le pire des cas, mais ça marche plutôt bien. Donc, là, je vais repasser un peu plus vite. Cette modélisation de l'aorte en 3D, voire en 3D plus temps, permet donc, plus le flux, d'avoir donc des paramètres biomécaniques qui sont notamment la contrainte de cisaillement, qui est peut-être la plus souvent citée, ce Walsh thread. Donc, on en a déjà parlé, j'ai allé assez vite. En fait, c'est une contrainte mécanique au niveau de la paroi aortique. Et pour calculer cette contrainte, il faut le rayon du vaisseau et le flux qu'on peut obtenir avec l'IRM de flux 4D. Donc, si vous allez sur les moteurs de recherche pour les articles scientifiques, vous allez trouver pas mal d'articles qui décrivent en fait certains biomarqueurs qu'on peut calculer. Donc les streamlines, qui est en fait la forme du flux en 3D, plus temps, le Walsh stress, la pression, la vorticité et même donc la vitesse de l'onde de pouls. Donc, c'est souvent des belles images en couleur. On peut se demander si on peut extraire vraiment des données cliniques derrière. La réponse est sûrement oui, mais c'est comment? Donc là, c'est un exemple de cette modélisation en streamline dans ligne de courant, ce qui est vraiment peut-être le plus utilisé parce que ça permet de détecter des flux qui sont anormaux, notamment des vortex au sein de l'aorte. On sait que ces vortex peuvent entraîner ensuite des dilatations locales et des anévrismes localement. Donc ça, voilà, c'est une représentation du flux à partir d'un diagramme de flux 4D dans le cadre d'une dilatation de l'aorte sur une valve bicuspide. Donc, là, j'ai regardé un petit peu la bibliographie. Je me suis remis un petit peu à jour pour aujourd'hui. Effectivement, il y a pas mal d'études qui sont assez descriptives, qui vont dire tel paramètre permet de mettre en avant certaines zones à risque. Donc, les premiers paramètres qui ont été utilisés, c'est la forme de ces streamlines et notamment la recherche de vortex. Donc, d'une publication relativement ancienne à des publications récentes, en fait, il est dit que ces vortex ou ces flux anormal localement entraînent certainement une augmentation du stress local, du Walsh stress, et par extension, donc la dilatation de l'aorte, voire une dissection sur une aorte peu dilatée. Donc, beaucoup d'études sur la forme du flux, je pense que la plupart. Ensuite, sur le Walsh stress, de même, il a été montré que le Walsh stress peut être élevé localement, qui correspond en fait à des zones de dissection qui sont connues par les chirurgiens. Donc, c'est pareil. Il y a plusieurs études, je n'ai pas tout mis pour pas vous... parce que déjà, c'est assez lourd comme diapositive. Je n'ai pas tout mis, mais voilà, clairement, dans des zones connues pour les dissections, mais pour des diamètres qui sont petits, il y a des Walsh stress et des paramètres biomécaniques localement qui sont anormaux. Donc, j'ai remis l'image en bas à gauche, même si c'est dans le Walsh stress, il reparle aussi de la forme du flux avec une forme un peu avec des vortex et une forme un peu en tourbillon, comme dans une machine à laver, qui est certainement mauvais, qui va entraîner donc des anévrismes. Et donc, il y a un peu moins, mais il y a des gens qui sont intéressés à la pression localement. Effectivement, de nouveau, il y aurait des anomalies de pression qui pourraient entraîner donc des dissections locales, de nouveau dans le cadre d'anévrismes qui seraient en dessous des recommandations chirurgicales. Donc,
La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser cette imagerie de flux 4D en routine clinique? Alors, les avantages, c'est une technique, on va dire, émergente malgré tout, plus en plus utilisée pour les pathologies cardiovasculaires, pour le cœur aussi, c'est utilisé. Ça permet d'extraire des nouveaux paramètres biomécaniques qui sont certainement indépendants d'autres pour détecter des patients à risque et peut-être anticiper des dissections sur des aortes avec des diamètres qui sont en dessous, donc, comme je dis, des recommandations chirurgicales. Donc, ça, c'est à peu près sûr. Donc, comme c'est une IRM, donc c'est une technique d'imagerie non invasive, non irradiante, et on n'a pas besoin de produit de contraste. Donc, on peut en faire une par jour, ça ne pose pas de problème. Alors, il y a quand même des limites. L'acquisition des données est vraiment longue, avec une résolution spatio-temporelle qui n'est pas terrible. Nous, dans notre protocole, on a 25 images couvrant le cycle cardiaque, avec un voxel qui fait 2 mm3, et on est loin d'être les pires. Et pour avoir ça, il faut au moins 15 minutes, ça dépend du cycle cardiaque, ça peut être plus. On a besoin d'un traitement informatique qui est lourd, et qui a des fois une boîte noire aussi d'ailleurs. Et même si on a des paramètres, l'interprétation n'est pas toujours évidente. On va dire que localement, il y a un Walsh stress qui est élevé ou il y a une vorticité, mais les médecins me disent après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois faire quelque chose, peut-être anticiper une chirurgie ou pas? Donc, l'interprétation des résultats n'est pas évidente et en fait, il n'y a pas vraiment de recommandation des données qu'on obtient avec ce type d'imagerie. Tous les articles vont dire qu'il y a sûrement une corrélation entre la présence de Walsh stress ou de vorticité dans le flux et des événements indésirables, mais ça ne nous donne pas des paramètres qui pourraient être utilisés sur tous les patients. Alors, il y a beaucoup de développement actuel. Alors, il y a un principal développement, c'est au niveau de la technique d'imagerie proprement dite, avec des nouvelles techniques d'imagerie qui permettent de réduire l'acquisition d'un facteur 3 voire 4, c'est-à-dire que les dernières séquences d'imagerie, c'est de l'ordre de 2-3 minutes plutôt qu'un quart d'heure. Donc, c'est beaucoup plus acceptable. Et là, on peut rentrer dans une imagerie, dans un protocole classique clinique. Vous avez souvent entendu beaucoup parler d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'études actuellement pour automatiser le post-traitement et en fait avoir ces paramètres, j'ai envie de dire, de façon très rapide. Voilà. J'espère que je vous ai convaincu de l'utiliser et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Merci, oui, si. Merci beaucoup. C'est un sujet que vous connaissez bien, hein, ça fait longtemps que vous travaillez là-dessus. Ouais. Et voilà, une des questions qu'on a toujours, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser en pratique. Et j'ai l'impression qu'un des facteurs qui est limitant, c'est le fait qu'il faut que ce soit diffusé pour qu'on puisse avoir des données de façon assez importante sur des cohortes assez importantes pour qu'on puisse en tirer des choses. Donc ma question c'est comment est-ce que cette technique est diffusée? Est-ce qu'il y a des protocoles assez standards que tout le monde suit? Est-ce qu'on peut utiliser les données des copains? Comment est-ce qu'on peut faire pour faire? Parce que sur le plan technique, j'ai l'impression que ça a fait des gros progrès et ça va en faire rapidement. Et donc sur le plan de l'utilisation pratique, comment vous voyez ça? Alors, c'est vrai que ces dernières années, ça allait très vite. Les protocoles sont de plus en plus standardisés, quels que soient les constructeurs, parce qu'en fait, chaque constructeur a un peu sa technique propre de flux 4D. Mais maintenant, c'est en train de standardiser, notamment au niveau de la résolution spatiale, temporelle. Et il y a de plus en plus d'outils qui existent pour faire le post-traitement qui permettent à des équipes qui n'ont pas développé d'outils propres de pouvoir les utiliser. Donc, il y a pas mal de demandes d'ANR sur toutes les pathologies vasculaires autour de l'IRM de flux 4D ou aussi sur l'imagerie du cerveau, j'en ai vu passer. Donc, on va dire que c'est très dynamique. J'ai envie de dire, il faut peut-être attendre encore 1 ou 2 ans. Et là, il y aura vraiment je pense, des centres qui vont imposer des protocoles pour tous les centres, je pense, en France, sachant qu'il y a toujours la maison mère à Chicago, dans l'équipe de Merkel, qui impose un petit peu leur façon de faire, mais pourquoi pas. Et alors, puisque vous faites ça depuis des années, vous le faites de façon un peu systématique à des patients, vous devez avoir des patients que vous suiviez et qui ont fini par disséquer. Est-ce que c'est arrivé? Et est-ce que si c'est arrivé, vous aviez trouvé finalement, en regardant a posteriori, à l'endroit qu'a disséqué, un marqueur de quelque chose sur les flux ou sur des paramètres de paroi? Alors,
En fait, on a surtout un protocole sur des patients qui sont préopératoires. On essaie de faire le lien justement entre les paramètres qu'on mesure en IRM de flux 4D et des paramètres biomécaniques ex vivo, justement le module de Young qu'on calcule sur des prélèvements d'aorte. Et là, il y a même si ce n'est pas évident, mais il y a un lien, parce qu'on ne mesure pas la même chose, mais il y a un lien. Et on a eu quelques patients effectivement qu'on suivait dans le temps, dont un ou deux qu'on disséquait, et effectivement, ils avaient visiblement c'était le Walsh stress qui ressortait, même si je sais que ce paramètre est vraiment décrié, parce qu'on se demande si on mesure vraiment des choses qui sont crédibles. Pour le coup, dans notre cas, oui, c'était un Walsh stress qui était élevé. Oui, alors quand on dit work shear stress, on dit quoi? Work shear stress moyen sur l'ensemble de l'aorte, on dit work shear stress à un endroit particulier, on dit C'est quoi? un endroit particulier, c'était visuel en fait. Et là, c'est un autre problème, c'est comment sortir une quantification. Alors, on pensait mettre une valeur moyenne par paroi, parce que là, toutes les interprétations sont visuelles. Et alors, quand vous dites que c'était un work shear stress élevé, c'est-à-dire que c'était quoi? Un work shear stress qui était dans le segment aortique et à disséquer ou sur l'aorte ascendante parce que c'est toujours là que ça Non, commence? c'était vraiment Ou dans le... c'était... Pardon, excusez-moi. Allez-y, non, non, allez-y. Non, non, c'était sur le segment aortique qu'a disséqué, alors dans la région du segment aortique qu'a disséqué. Donc, il y avait une valeur de Walsh stress qui était, c'est toujours les représentations en couleur, et qui était vraiment dans le rouge. Après, à l'époque, on ne savait pas quoi en faire, mais quand on a ressorti justement les données, c'était en systole. C'est vrai qu'en plus, il y a le facteur temporel qui peut rentrer en compte. Et là, c'était au pic systolique qu'il y avait cette valeur anormale. Alors, j'ai une question encore, si je peux. C'est quand l'aorte ascendante, même si le diamètre n'est pas parfait, on a des paramètres. L'aorte descendante et le type B, on est encore plus démunis pour prédire les dissections. Et donc là, on voit, enfin, le diamètre ne marche pas, quoi, clairement. Et puis, on ne va pas se lancer dans des chirurgies préventives sur des diamètres. Est-ce que là, vous avez eu ce cas aussi de gens qui ont disséqué, qui dissèquent tous a priori au même endroit, et donc qui font presque un groupe qu'on peut isoler du reste pour voir s'ils avaient avant, si vous aviez eu des imageries, des caractéristiques principales, notamment à la partie initiale de l'aorte descendante? Là, par contre, alors, je vais être honnête, on n'a pas encore regardé. Parce qu'on a sûrement des données, mais on n'a pas regardé. Parce que C'est ça vrai qu'on serait... on a un tropisme pour l'aorte ascendante, et on va commencer à regarder justement les dissections résiduelles de l'aorte descendante, s'il y a des paramètres qui rentrent en jeu, comme la porte d'entrée ou la taille ou la localisation. Mais c'est tout nouveau. On était vraiment sur l'aorte ascendante, et je pense qu'il faut qu'on ressorte nos données, effectivement. Ouais. Mais même sur l'aorte descendante, sans aorte ascendante et dissection de type B, est-ce que vous avez des patients que vous suiviez et qui ont fait des dissections de type B? Parce que celles-là, a priori, les dissections de type A, on essaie de les éviter avec le diamètre, mais les dissections de type B, on ne sait pas bien les éviter. Et il y en a quelques-uns qui font des dissections de type B alors qu'ils sont suivis. Donc peut-être qu'il y a un groupe là que vous avez. Et oui, je ne sais pas. Il faut que je ressorte les données. Bah voilà, on va lancer une étude là-dessus. C'est une étude à faire. Parce qu'on est très démunis pour les types B. Franchement, on a des idées sur les types A, même si les diamètres ne sont pas parfaits, mais pour les types B, on n'est pas bon. Des commentaires, Laurence? J'ai l'impression que ce sont des gens qui rentrent. Attends. Comment? Ah. Je trouve que c'est pas évident d'avoir des données sur les maladies génétiques avec des. Enfin, moi, j'ai pas cette expérience-là. J'ai plutôt des patients qui sont rentrés avec une type B et qui après ont fait une type A. Mais des patients qui ont suivi pour un anévrisme de l'aorte ascendante et qui ont fait une type B avant de faire la type A, non. Il y a un facteur, c'est peut-être le régime méditerranéen. En fait, c'est très compliqué parce que effectivement, les patients qu'on suit dissèquent très peu l'ascendante. Et donc finalement, l'idée de dire qu'ils dissèquent à petit diamètre, parce que c'est un événement très rare dans une population importante, mais dans toutes les séries d'anévrismes qui sont suivies, en fait, ils dissèquent en fonction du diamètre. Et il y a encore une série qui a été publiée là, par Matthew Salomon qui montre que quand on suit une série d'anévrismes, le risque il augmente avec le diamètre au-dessus de 55-60. Dans le Marfan, qui est quand même le modèle qui est le plus simple à suivre parce que c'est une maladie homogène, les dissections qui continuent à arriver, c'est les descendantes. On sait que ceux qui ont été opérés de l'ascendante, ils ont un sur-risque de disséquer la descendante. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus graves? Est-ce que c'est la conséquence de la chirurgie? On n'en sait rien. Et pendant les grossesses, c'est un peu la même chose. Les femmes qui dissèquent maintenant, quand on respecte les diamètres sur l'ascendante pour mener des grossesses, c'est des descendantes qui restent, quoi. Donc on se dit que cette population-là, malgré tout,
en essayant de regarder les dissections de la descendante, c'est probablement la population la plus riche qu'on peut avoir avec des événements, malheureusement, qui surviennent toujours. Mais sinon, dans les populations qu'on suit, les dissections de l'ascendante, c'est quelque chose de très rare, heureusement, sauf quelques mutations, mais qui sont aussi rares, quoi, ACTA2, choses comme ça. Ah, je suis tout à fait d'accord. Il y a c'est une maladie des dissections aortiques, il n'y en a pas beaucoup. À Dijon, je crois qu'on m'a dit il y en a entre 20 et 30 par an. Ce n'est pas énorme, je viens de dire heureusement. Et c'est vrai que de toute façon, on ne peut pas s'affranchir du diamètre. C'est juste pour aller un peu plus loin, parce qu'on sait que le diamètre n'est pas parfait. Mais il faut garder le diamètre en compte comme principal paramètre. C'est juste pour ajouter un petit peu plus pour détecter les dissections pour les diamètres faibles. Oui, et puis le diamètre n'a probablement pas la même importance suivant que c'est une maladie génétique, ça se dilate avant de disséquer, ou d'autres maladies qui se dissèquent sans se dilater beaucoup, ou bien des hypertensions prédominantes, etc. Tout ça. Tristan. Merci beaucoup, c'était très clair. Est-ce que du coup, pour continuer sur l'aorte thoracique descendante, c'est une des limites peut-être de l'IRM ou pas? C'est-à-dire que sur le streamline, on voyait très bien le début avec la diffusion du flux dans les troncs supraortiques, la crosse, mais peut-être que parce que ce n'était pas les coupes dédiées, etc. Mais on avait l'impression qu'on suivait moins bien sur l'aorte thoracique descendante. Donc, est-ce qu'il y a une limite technique en IRM parce que je sais pas, c'est plus profond, plus petit, le flux n'est pas pareil. Et ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez regardé les gens justement opérés, parce que ça avait été abordé en mois d'août, lorsqu'il y a eu la discussion à Paris, c'est effectivement le matériau utilisé pour remplacer l'aorte ascendante a une rigidité du dacron. Voilà, personne ne s'est trop posé de questions sur utiliser un matériau avec une rigidité différente, ce qui fait qu'elle conduirait peut-être un peu l'onde de pouls de manière rapide et brutale vers la crosse et l'aorte thoracique descendante, et du coup soumettrait une contrainte un peu plus forte ces segments-là, donc en post-opératoire. Donc, est-ce que du coup, vous avez regardé effectivement avant chirurgie sur la crosse, avant chirurgie de l'aorte ascendante, la crosse et l'aorte thoracique descendante, et après chirurgie, remplacement de l'aorte ascendante, la crosse et la thoracique descendante? Alors, pour l'histoire des contraintes techniques, la seule, c'est il faut régler au mieux la vitesse maximale qu'on peut coder en IRM. Donc, en fait, quand on règle cette valeur maximale pour l'aorte thoracique ascendante, du coup, on perd un petit peu de signal pour l'aorte thoracique descendante. Si on veut faire mieux l'aorte thoracique descendante, on aura des artefacts pour l'aorte thoracique ascendante, mais pourquoi pas. Et s'il y a une dissection, si on regarde des vrais ou faux chenals, il faut faire 2 acquisitions, ou ils appellent des acquisitions à double vitesse, où les deux vitesses sont codées. Donc, c'est une limite, mais pas vraiment une contrainte. Pour les prothèses, on avait déjà regardé l'évolution de la distensibilité au niveau de l'aorte descendante quand il y avait une prothèse au niveau de l'aorte ascendante. On l'a publié, mais ce n'était pas vraiment très net. On a remarqué une augmentation très légère de cette distensibilité, comme s'il y avait une adaptation de l'aorte descendante suite à la pose de prothèse, qui disparaissait assez vite au cours du temps du fait de la rigidité aortique. On n'est pas allé jusqu'à voir ces paramètres en flux KD. On a dû faire 1 ou 2 patients pour essayer, pour voir si c'était possible. Donc la réponse, oui, c'est possible, mais on n'a pas de population. Je ne peux pas répondre. Juste sur la distensibilité, où effectivement, il y a un effet léger, j'ai envie de dire. Très bien, écoutez, on va pouvoir merci beaucoup. Et on va pouvoir continuer avec l'aorte descendante. Hein. Je pense qu'il y a des choses à faire avec l'aorte descendante et le flux. Et on va maintenant écouter la cartographie.